Salut tout le monde, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape numéro 12 de cette Vuelta. Étape qui n'a pas encore été incroyable, mais ça, on s'y attendait un petit peu ce matin parce que le parcours n'était pas démentiel, avec une seule difficulté, 180 km plutôt plat. Auparavant, donc on s'attendait à ce que ça soit pas forcément hyper passionnant, et ça n'a pas été hyper passionnant, mais il s'est quand même passé des choses aujourd'hui. On va revenir notamment sur Evenepoel, sur les Bleus, ça s'est passé moyennement, et puis on verra également les coureurs au top. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me parler de coureurs dont j'aurais pas parlé dans cette vidéo, à me dire ce que vous avez pensé de cette étape. Et n'hésitez pas, quand vous abonnez à la chaîne, à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Pour les podcasts EPS 2.0, soit ça sort demain soir, soit c'est samedi. Je rappelle que les 2 premiers épisodes seront gratuits, seront libres d'accès. Ensuite, ça sera quelques épisodes dans l'année qui seront libres d'accès. Et ça sera normalement 4 € par mois, 4 € pour pouvoir accéder au contenu. Il faut encore que je regarde comment ça se passe, parce qu'il faut savoir que pour le moment, je n'ai pas uploadé encore les podcasts. Et tant que rien n'est uploadé, vous ne pouvez pas configurer dans le logiciel. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais de toute manière, je vous dirai tout sur la page communauté de YouTube. Certainement, je mettrai un message sur Twitter également, avec le lien sur Spotify des 2 premiers, je pense. EPS 2.0. Bon, on passe à la Vuelta. Une étape qui était pas top, quoi, hein. C'est-à-dire que la chute de Remco, la victoire de Carapace, ça sauve pas vraiment l'étape, quoi, hein. C'est-à-dire que quand c'est pas passionnant, c'est pas passionnant. Je pense même que la vidéo va être vraiment courte cette fois, parce que ça fait 3 jours d'affilée que je me tape quand même des étapes pas exceptionnelles. C'est-à-dire que bon, cette deuxième semaine, faut quand même se la farder. Entre le sprint hier, c'était pas dingue. Le chrono où Remco a dominé énormément. Là, une étape de montagne pas faux folle. Demain, ça va être encore pareil, un sprint. Je pense qu'il y aura encore peu d'animation demain. C'est compliqué, hein, cette deuxième semaine, et puis même samedi, dimanche, parce que c'est des étapes de montagne certes, mais je pense qu'on va encore se retrouver peut-être dans la même configuration, et puis avec des courses très linéaires. Qu'il y ait des étapes pour baroudeurs, ça me gêne pas, il faut qu'il y en ait sur un grand tour. Par contre, le problème, c'est le parcours là, on était sûr ce matin qu'il y aurait une course assez linéaire, et tout s'est joué dans la dernière difficulté, ça a été une course de côte, et moi c'est vraiment le truc que j'apprécie pas. Je suis pas un grand fan des courses de côte comme ça, et encore plus quand il n'y a pas vraiment de... Enfin, la montée était longue, mais il n'y avait pas de gros pourcentage. Déjà, j'aime pas ça quand c'est la super planche des belles filles, et pourtant il y a des gros pourcentages. Alors autant vous dire que quand c'est une montée de 20 bornes qui ressemble un peu à l'Etna, c'est l'Etna, mais tu rajoutes des arbres et des plantes et de la forêt, bah c'est pas passionnant. Et je me suis fait chier en fait. En fait, là, on est dans la même configuration qu'une étape où il n'y aurait que l'Etna sur le Giro. La différence, c'est que l'Etna, ça monte quand même à 1008 ou 1009. Là, on est à 1100 mètres ou 1200 mètres. Et puis, on est en milieu de course en plus. Donc, la hiérarchie, on la connaît déjà. En plus, c'est vrai qu'on se retrouve dans une situation où cette Vuelta est décimée par la Covid. Donc voilà, on a perdu quand même des très bons coureurs qui auraient pu animer la course. Je pense à Simon Yates notamment, mais comme il est plus là, ou Sivakov, ça rend la course tout de suite un peu plus ennuyante. Et ouais. J'étais déjà pas très convaincu, pour tout vous dire, quand j'ai re-regardé le parcours de la Vuelta avant le départ de la Vuelta. Je trouve que des 3 grands tours cette année, c'est le parcours le plus merdique. Et ça s'en ressent un petit peu au niveau de la course, c'est qu'on a une deuxième semaine qui est quand même un peu foutraque. La troisième, il va y avoir des étapes vraiment pas passionnantes dans cette troisième semaine. Donc
Ouais, puis en plus avec un Remco qui pour le moment domine et qui n'est pas énormément attaqué, c'est sûr que c'est pas démentiel. Note de l'étape, j'ai mis 8 sur 20. La chute de Remco, la faiblesse, on va dire, de la Quick Step, ça sauve pas l'étape parce qu'au final, Remco, il est très peu attaqué, que du côté de l'échappée, bah, il n'y a pas eu non plus un gros suspense, quoi. Hein. Carapace, une fois qu'il attaque, voilà, il y a eu une grosse course d'attente. Alors, une fois qu'il est parti, Carapace, on a bien vu qu'il était une jambe au-dessus de tout le monde. Et même pour faire les coureurs au top, j'ai été quand même sacrément emmerdé parce que je ne veux pas en mettre qu'un. Alors, c'était pas démentiel, hein. Vraiment pas démentiel aujourd'hui sur l'étape. C'est vraiment là, ça fait depuis longtemps que je m'étais pas autant emmerdé en regardant du cyclisme. Là, depuis 2-3 jours. Et pourtant, les commentaires sont bien mieux que sur France Télévisions. C'est vrai que vous avez dit Grazia, vous avez Moncoutier. Moi, j'aime bien Moncoutier. Je préfère Moncoutier à Steve Chenel, par exemple. Vous avez Jackie Durand, voilà. Je trouve que l'équipe de Eurosport sur cette Vuelta, ça marche très bien. Mais je me fais... Enfin, les étapes, là, sur cette deuxième semaine, elles sont chiantes. C'est con, on a eu une première semaine qui était vraiment pas mal. Mais j'ai l'impression qu'à partir de maintenant, ça va vraiment pas être passionnant. Ce qui m'inquiète un petit peu. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je vais faire assez rapidement. De toute manière, j'ai pas envie de passer 30 minutes sur cette vidéo, pour tout vous dire. Hier, j'ai quand même fait 30 minutes, j'étais assez surpris, parce que vu qu'il s'est déjà pas passé grand-chose hier sur l'étape, j'ai fait 30 minutes, je me dis, oh. Après, j'ai vu qu'il était 18h45, je me suis dit, ah, je vais pas pouvoir mettre les mini-maillots. Là, aujourd'hui, heureusement, ils sont arrivés plus tôt. Bah, Elie Gébert, oui, c'est Elie Gébert, c'est la seule satisfaction de la journée du côté des Bleus. Bah, il a tenté. Quand il tente à 5 bornes de l'arrivée que Fabreau lâche, c'était le bon moment pour accélérer. Face à Carapace, face à Kelderman, il est un ton en dessous, Elie Gébert. Donc s'il essaye de suivre face à ces mecs-là, il fait 4 ou 5, on ne le voit pas de la journée. Là, il a fait 6 de l'étape, mais au moins on l'a vu. Au moins il a tenté de faire quelque chose, au moins il a tenté de prendre un bon résultat, de faire le job. C'était à tenter parce que quand tu es dans cette situation-là, que tu es face à des mecs qui sont plus forts que toi, soit t'es dans un grand jour, mais il faut vraiment être dans un grand jour pour aller les chercher, soit bah t'anticipes, et puis tu te dis bah pourquoi ça va peut-être pas se regarder. Kelderman, c'est quand même pas le mec qui prend le plus d'initiative au monde. Derrière, Carapace, on sait que souvent il attend les 2-3 derniers kilomètres. Il y avait qui d'autre, c'était Polanc, mais qui était un petit peu cramasse. Enfin, c'était une bonne idée de faire ça. C'était une bonne tentative du côté de ces coureurs-là. Donc oui, c'était à faire. Et moi, je pense que ça a été la bonne solution. De tenter de faire ce genre de choses. Après, bon, ça ne marche pas. Bon, pas grave, il fait 6ème. Bon, c'est con, il prend pas les 4 points de la 5ème place. Mais j'ai envie de te dire, c'est que 4 points. Au niveau du classement UCI, c'est pas non plus extraordinaire. Il pourra se dire, j'ai fini devant Jevine, devant Diaz, Bakeland, devant Champoussin. C'est quand même pas une mauvaise journée, je dirais, pour Elie Gébert. Il a pris, je pense, du plaisir à l'avant. Bon, il lui en manquait un petit peu, mais face à Carapace, Kelderman, voilà, c'était compliqué de faire mieux que cette place-là. Et puis on voit quand même que Elie Gébert, il est redevenu quand même un coureur performant, même s'il a parfois du mal à être régulier aujourd'hui. Elie Gébert, c'est un coureur qui a retrouvé quand même son niveau qu'on avait vu à l'époque chez Fortunéo. Coureur qui a commencé comme stagiaire à la FDJ en 2015 et ensuite qui a rejoint Fortunéo comme stagiaire puis comme titulaire en 2017. C'est un coureur qui n'a que 27 ans en plus et qui est en fin de contrat chez Arkea. Alors va-t-il rejoindre l'ennemi BNB Hotel? Va-t-il aller chez Total qui recrute en ce moment, ou est-ce qu'il va rester chez Arkea, aller chez AG2R? Je ne sais pas.
C'est une question qu'on peut se poser du côté d'Elie Gébert, parce que c'est un coureur qui est quand même intéressant, qui a des belles qualités, voilà, qui est vraiment performant. Donc, ça serait bête de ne pas aller le recruter, de ne pas aller le chercher dans une formation française. Du côté des flops, Groupama. Alors, je mets Groupama, Cofidis, c'est un peu similaire. Aujourd'hui, je l'ai dit ce matin lors de ma présentation d'étape, j'ai dit il y a de grandes chances que l'échappée aille au bout, il y a de grandes chances qu'on ait 2 courses en une, parce que j'avais dit, bon, la montée finale, elle n'est pas suffisante pour faire des écarts, et que en plus, de toute manière, le peloton va pas rouler pour se foutre à 3 minutes, c'est pas une étape de prestige aujourd'hui, c'est pas la Sierra Nevada. Je pense que je suis pas le seul à avoir vu ça. Hein, je pense que chez Groupama, je pense que chez Cofidis, ils ont vu la même chose que moi. Je suis pas un génie. Hein. Je regarde juste du cyclisme depuis 20 ans, donc ça permet de comprendre un peu mieux le cyclisme. Mais je pense que dans les équipes, on connaît aussi très bien le cyclisme. Alors pourquoi il n'y a pas de Groupama ce matin dans l'échappée? Quand il y a 35 coureurs, que tu n'as pas un Groupama, c'est qu'il y a une erreur. C'est qu'il y a une erreur. Quand tu mets ni Paché, ni Pinot dans l'échappée devant, ni Rudy Mollard, ni Reichenbach, c'est qu'il y a un problème. C'est pas normal. Normalement, tu dois avoir ces mecs-là devant, aux avant-postes. Donc tu dois te démerder, et forcément ensuite ils roulent, mais il y avait déjà une minute, donc c'était trop tard. C'est une erreur de la part de la Groupama. Et la Cofidis, quand tu as Herrada, quand tu as quand même des coureurs comme Ruben Fernandez, comme Villela, là aussi, tu dois être dans l'échappée de devant. Tu peux pas, tu peux pas te contenter de suivre les coups sur les petites étapes de plat. Donc c'est pas normal que dans ces deux équipes-là, on ait raté le coche. Il n'y a pas beaucoup de formations qui ont raté le coche. Mais ces deux équipes-là ont raté le coche, et en plus Groupama et Cofidis, ils sont personne pour le général. Donc c'est-à-dire tu n'es focus que sur ce type d'étape-là à être dans l'échappée. Tu n'as pas besoin de protéger un autre coureur. Tu n'as plus personne pour le général. Donc c'est quand même très surprenant, très décevant que ces deux équipes-là n'aient pas réussi à mettre quelqu'un dans l'échappée. Et tu vois, tu rates une belle opportunité de victoire. Et ça, pour moi, c'est une erreur. Champoussin, c'est pas une grande année de Clément Champoussin. Hein. J'espère qu'il va réussir à se relancer chez Arkea. Parce que c'est une année compliquée. C'est-à-dire qu'on s'attendait à ce que ça soit l'année de la confirmation de ce qu'on avait vu sur la Volta, de ce qu'on avait vu sur la classique de l'Ardèche, de ce qu'on avait vu sur d'autres courses. L'année dernière, où il fait une très grande année 2021, ponctuée par sa victoire sur la Vuelta et sa 4e place lors de la première étape du Tour du Luxembourg, qui sont ses 2 derniers grands résultats. Donc après, on arrive en 2022, on se dit il va y avoir vraiment... ça va carburer. Normalement, ça doit carburer. Et puis, bon, l'étoile de Bessèges, c'est pas mal. La classique de l'Ardèche, Trofeo Lagueglia, c'est pas mal. Et puis, il y a eu une cassure après le Tour des Alpes. Il abandonne au Tour des Alpes, grosse chute de souvenir. Et après, derrière, il fait 2e de l'étape de Mosalpes sur le Tour de Suisse. Et depuis, c'est pas incroyable. Et là, sur ce Tour d'Espagne, il est dans l'échappée, mais il lâche très très tôt dans cette échappée. Il finit 20e, il lâche très tôt. Et là aussi, c'est un problème, parce que Champoussin, il va changer d'équipe, mais il arrivera avec peu de confiance. Alors, il y a 2 solutions dans ce cas-là. Soit il se relance complètement chez Arkea, soit il s'effondre complètement. Des fois, en changeant d'air, vous vous relancez. Hein. Je pense à Peter Sagan, je pense à d'autres. Parfois, quand vous changez d'air. Et puis, dans d'autres situations, vous changez d'équipe, mais vous vous effondrez complètement et vous ne mettez plus un pied devant l'autre. Ça serait con qu'il soit obligé de prendre sa retraite à 26 ou 27 ans, Champoussin, parce que il n'arrive plus à être performant. On connaît ses qualités, Clément Champoussin. Donc, j'espère que c'est juste une mauvaise saison, que c'est une erreur, sur le parcours, ça arrive à d'autres coureurs. Mais j'espère vraiment
parce que l'année est pas bonne. Enfin, depuis le mois de juin, il y a vraiment pas de grands résultats pour lui. Et quand on avait beaucoup d'attentes, je pense, chez AG2R, c'est un peu triste. Alors tu pourrais te dire, oui, c'est parce qu'il était en discussion pour son nouveau contrat, sauf que son nouveau contrat a été signé extrêmement tôt. Ça a été annoncé extrêmement tôt, dans les premiers jours du mois d'août. Donc je pense que fin juin, il le savait déjà qu'il allait changer d'équipe. Donc assez surprenant pour Clément Champoussin. Et puis bah, son statut chez Arkea, on aurait pu se dire, il va peut-être avoir un statut de leader. Bah, on va peut-être redescendre d'un cran, parce que là, ça fait depuis quelques temps que c'est pas ça. Alors encore une fois, j'espère que c'est une erreur de parcours. Il a peut-être pas bien récupéré d'une blessure ou ce genre de choses, mais si c'est pas une erreur de parcours, ça peut être inquiétant. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! J'ai pas été très inspiré pour les coureurs au top, je vous le dis tout de suite. J'ai mis Richard Carapaz. Bon, aujourd'hui, comment ça s'est couru, c'était idéal pour Carapaz. C'est-à-dire Fabro, déjà Carapaz n'a pas passé énormément de relais. J'ai regardé moi à partir de 15h aujourd'hui. Il n'a pas passé quasiment pas de relais. Donc j'ai eu du cul même de regarder à 15h et de voir la chute de Remco, parce que au départ j'avais plutôt prévu de regarder un peu après, puis je me suis dit oh bah là tiens, j'ai un petit trou, je vais regarder la Vuelta plutôt que d'habitude. J'aurais mieux fait de faire autre chose pendant 20-30 minutes, mais du côté de Carapaz, bah, on l'a emmené sur un plateau, quoi. C'est-à-dire que Fabro roule. Bon, ensuite, vous avez l'attaque des Gébert, mais vous regardez quand il y a l'attaque des Gébert, lui, il reste dans les roues. Hein. Et il l'a fait un petit peu en renard des surfaces, c'est-à-dire qu'il saute vraiment. Voilà, 2 km et demi, 2 bornes, bam, il prend, il attaque et finito. Mais comme un renard des surfaces, voilà, qui va faire le geste idéal juste devant le but. Bah, c'est ce qu'a fait Carapaz aujourd'hui. Il a été le renard des surfaces, c'est-à-dire il attend vraiment le final, les 3-4 dernières minutes pour faire son effort, et après, bah, avec ses qualités de puncher, il fait la différence par rapport à Kelderman qui n'a pas ces qualités-là et qui en plus ne fait pas une grande saison. Ça sauve presque l'année quand même de Carapaz. Enfin, ça sauve. Oui, ça sauve un peu quand même l'année de Carapaz. Il se dira, je suis pas Fanny. Parce que quand même, on parlait de Julien Lafilippe hier, mais Carapaz, Covid en début de saison, 2 fois arrêté. Parce que je crois qu'il y a Covid plus grippe. Début de saison, vraiment pas facile. Giro, certes, il fait podium, mais il venait pas pour faire podium. Et en plus, c'est un podium qui est hyper frustrant parce que Jay Hindley l'attaque qu'une fois, quoi. C'est-à-dire, tu sens qu'il est passé pas loin, mais en même temps, il n'a jamais vraiment été dans le coup. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été vraiment très spectaculaire. Je vous avais dit, il courait bizarrement quand il prenait toutes ses bonifications. C'est que pour moi, il n'était pas sûr de lui. Et on a compris à la fin pourquoi il n'était pas sûr de lui. C'est qu'il n'était pas incroyable. Et lors de l'étape où Jay Hindley l'ajuste et gagne la course, lui, il peut absolument rien faire face à Jay Hindley. Donc il y avait quand même un monde d'écart entre les deux. Et puis, bah, début de Vuelta catastrophique. Or, il venait avec des gros objectifs sur cette Vuelta. Donc, c'est une frustration. Et puis, changement d'équipe. Et puis, l'engueulade avec son directeur sportif. Ça n'a pas été une année forcément facile pour Carapaz. Et cette victoire, je dirais qu'elle sauve quand même son année. Il se retrouve dans une situation qui est quand même beaucoup moins pénible. Là, Richard Carapaz d'un coup. Alors, certes, c'est une victoire... où il était une jambe au-dessus de tout le monde, mais quand même sur une étape on a roulé quand même à 41,5 de moyenne, avec une belle arrivée, quand même une belle montée. Bon, c'était quand même pas mal pour Richard Carapaz, et puis ça va lui redonner de la confiance. Peut-être que ça va être le Jevine de la 2e ou de la 3e semaine. Richard Carapaz. J'ai mis aussi Battistella et Soler. Alors j'ai mis le maillot de Battistella. Pourquoi Battistella et Soler? Alors pas forcément pour leur performance du jour à l'arrivée, quoique Marc Soler prend la 3e place. C'est quand même pas mal pour Marc Solé. J'ai encore dit Soler, c'est Marc Solé. Mais pourquoi Battistella et Solé? Parce qu'ils sont 2 et 3 du classement du sprint. Et alors déjà 2 et 3, je crois me rappeler que c'est des points. Alors ça fait pas beaucoup de points UCI, donc pour Astana c'est quand même pas mal.
Même si je pense que Battistella doit être en dehors des 10 coureurs qui ont marqué le plus de points UCI chez Astana. Mais je pense que le 10e n'a pas dû en marquer beaucoup chez Astana cette année, vu le peu de points qu'ils ont marqués sur l'année. Et en sachant que les points ils ont été marqués surtout par Lutsenko, Miguel André Lopez et par 3-4 coureurs, quoi, hein. La majorité des points ont été marqués. Mais tout simplement parce que dans le cas où Pedersen aurait la Covid, eh ben, tu gagnes le maillot vert, ça reste un maillot. Ça reste un maillot avec une certaine prestance quand même. Donc pour Battistella, ça peut vraiment être intéressant d'aller peut-être chercher des places sur des sprints là à partir de maintenant. Parce que Battistella, ou d'aller prendre des échappées. Battistella, il a désormais 9 points de retard sur Soler et on est encore à quasiment 100 points de Pedersen. Sauf que vu comment ça tombe au niveau de la Covid comme des mouches, que Danoulle a quand même été touché chez Trek en début de course. Alors certes, depuis, Trek a plutôt été épargné, mais il faudra faire quand même attention du côté de Pedersen, parce que les deux derrière, ils pourraient récupérer le maillot, et ils vont peut-être aller chercher les échappées beaucoup plus souvent. Mais c'est pas mal Battistella, le sprint intermédiaire, et pour Marc Soler aussi, parce que ça fait des points et ça peut être un classement intéressant pour ces deux coureurs-là. Quand je vous avais dit que j'étais vraiment pas inspiré pour les coureurs au top, c'est que j'étais pas inspiré. Pourquoi j'ai pas mis Kelderman parmi les coureurs au top? Parce que vu comment Matteo Fabro a roulé aujourd'hui, ne pas gagner, c'est un peu un échec. Et Kelderman, en plus, je crois que c'est 17, enfin je sais plus le chiffre de podium sans victoire sur des épreuves World Tour pour Kelderman, mais c'est énorme. C'est pas un winner, hein, Kelderman. C'est pas quelqu'un qui prend l'initiative. Là, aujourd'hui, quand Fabro il s'écarte à 5 bornes de l'arrivée et que vous avez Gébert qui part, faut qu'il attaque. Face à Carapace, il a aucune chance. Pourquoi il n'a pas attaqué face à Carapace? J'ai pas vraiment compris, à part que Kelderman, alors il fait 2, mais bon, il n'est pas là pour faire 2. On passe tout de suite au bonnet d'âne. 3 bonnets d'âne. Evenepoel. Je suis sévère, il perd pas de temps aujourd'hui, oui. Mais alors, une chute comme il a eu aujourd'hui, je vais ressortir cette grande phrase de Laurent Jalabert. Une chute n'est jamais anodine. Et surtout pas une chute comme ça. La hanche, elle est totalement égratignée, c'est-à-dire que pour dormir, ça va être compliqué. Parce qu'avec la couverture, ça frotte. Même si on met une compresse, il y a quand même des petits frottements. Il va être obligé de dormir que d'un côté. C'est chiant quand vous devez dormir que d'un côté, pour l'avoir déjà fait. Je pense que vous l'avez déjà expérimenté dans votre vie, parce que vous êtes peut-être égratigné enfant ou ce genre de choses. Vous dormez très mal quand vous devez, parce que forcément pendant la nuit, à un moment tu te tournes et hop là, la douleur revient. Donc c'est pas des nuits sympathiques. Et puis demain, avec le cuissard il va frotter contre la plaie. Ça va pas être agréable non plus. Alors il n'a pas perdu de temps, mais quand même bien égratigné sur le côté droit, parce qu'il n'y a pas que la hanche. Il y a eu un petit peu le genou, il y a eu la main aussi. C'est 2 journées qui sont pas idéales pour Quick-Step. C'est-à-dire qu'il y a eu une très bonne journée mardi, et puis mercredi la chute d'Alaphilippe, là la chute de Evenepoel, qui est un petit peu similaire à la chute d'Alaphilippe, une chute assez anodine, mais sur un terrain assez sale. Et encore une fois, on est proche de la mer. Le goudron m'avait l'air très poussiéreux, peut-être avec des grains de sable, et une route qui n'a pas vu la pluie depuis longtemps en Andalousie, et foncièrement ça a provoqué cette chute. Alors il semblerait qu'il y a eu une moto qui soit impliquée dans la chute de Remco. Il a dit, il semblerait qu'il ait annoncé et qu'il a indiqué qu'il y avait une moto qui l'avait gêné, qui avait freiné devant lui. Moi, j'ai pas vu l'image, donc je vais me contenter des propos de Remco Evenepoel. Si c'est ça, il va falloir vraiment améliorer la manière dont les motards travaillent sur les grands tours, parce que c'est pas normal dans ce genre de situation. Mais bon, je suis pas... Enfin, voilà, j'ai pas vu l'image, donc on va se contenter de la parole d'un des plaignants, ce qui est pas top. On verra pour la suite, mais malgré tout, une chute, ça n'est jamais, c'est jamais anodin. Et puis en termes de confiance aussi,
pour Remco Evenepoel, on va voir. Donc voilà, c'est pas une très bonne journée, tu vois. C'est pas une... Enfin, ça aurait pu être mieux, voilà. Malgré tout, il est content parce qu'il perd pas de temps sur ses adversaires. Almeida, c'est pas du grand Almeida cette année sur ce Tour d'Espagne. On sent il a pas son rendement habituel. Joao, il est top 10 encore. Joao Almeida, il est 8e. Il a perdu 2 places. Kelderman et Lopez sont passés devant lui. Mais c'est pas du grand Joao Almeida. Pourtant, il avait fait un bon tour du Burgos, notamment la dernière étape. Ça me rappelle un petit peu la Vuelta de Landa l'année dernière, pour tout vous dire. En un peu moins pire quand même, parce que Landa l'année dernière, ça avait été une grosse contre-performance, mais dans l'idée où il a fait un gros tour de Burgos, il a fait, aussi, championnat du Portugal, ça se passe bien, mais il fait un grand tour du Burgos. Par contre, sur la Vuelta, ça marche pas. Un seul top 10, c'est le chrono par équipe. Derrière, ça marche pas. Et Almeida, déjà sur le Giro aussi, il avait été en retrait avant son abandon. Voilà, ça fait 2 courses où il est un petit peu plus en retrait. On pourrait dire qu'on avait l'habitude de le voir. C'est dommage parce qu'il est leader chez UAE. Faudrait pas qu'il y ait un Ayuso qui lui passe devant ou un McNulty. Alors pour l'instant, McNulty, on le met plutôt derrière. Mais faudrait pas qu'Ayuso lui passe devant parce que ça pourrait être un problème, surtout que c'est quand même un coureur qui a un contrat jusqu'en 2026. Quand ça se passe mal dans une équipe, ça peut être compliqué. Mais cette première année chez UAE, c'est quand même un petit peu mi-figue, mi-raisin pour Joao. On poursuit avec Lutsenko. Lutsenko, c'est une année particulière aussi. Il est blessé à un mauvais moment. Il a couru un petit peu contre la montre pour arriver à minimum en forme sur le Tour de France. Ça s'est plutôt bien passé sur le Tour de France. Mais le contre-coup, il se passe sur cette Vuelta. Parce que pour arriver à minimum en forme, il a dû faire beaucoup d'efforts en juin. Il a dû rouler en mai. Et ce qui fait que là, il arrive un petit peu cramasse après son Tour de France. Et sur cette échappée, on a bien vu que ça le ferait pas. Ça le ferait pas pour Lutsenko, que ça serait compliqué pour le coureur kazakh. Il est lâché extrêmement tôt. Et ensuite, derrière, ça a été compliqué pour lui. Oui, ça n'a pas été une bonne journée pour Lutsenko. Il finit 27e à 9,02. Donc derrière Ben O'Connor et juste devant Gianni Vermeersch. C'est pas exceptionnel et surtout quand on connaît les qualités de Lutsenko, mais le Tour de France où voilà, il a dû faire le job. Il n'a pas couru depuis le Tour de France. Forcément, à un moment, je pense que ça se paye parce qu'il a quand même 53 jours de course, mais très condensé, c'est-à-dire que vous enlevez, il y a 45 jours de course qui sont entre le 11 mai et aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il n'a pas chômé. Et je pense que maintenant, ça commence un petit peu à taper dans les jambes et il est un petit peu fatigué, le coureur kazakh. Et puis je termine avec les adversaires. Je suis assez déçu. Bon, alors certes, aujourd'hui, c'était peut-être pas l'étape du siècle pour faire des écarts, mais si on court de cette manière-là, on ne reprendra jamais 2 minutes 40 ou 3 minutes sur Evenepoel. Pour reprendre ce temps-là, il y a un moment, il va falloir risquer. Il y a un moment, il va falloir prendre des risques. Il y a un moment, il va falloir tenter des choses. Si on reste frileux, comme c'est le cas pour le moment, ça va être compliqué. Alors, du côté d'Enric Mas, je comprends qu'il soit frileux. Je rappelle juste que du côté d'Enric Mas, on est dans une situation compliquée pour la Movistar. Si la Movistar veut rester en World Tour, il faut qu'il soit sur le podium quand même, Enric Mas. Donc je pense qu'à partir de maintenant, Enric Mas, il est un petit peu avec le frein à main aussi. C'est-à-dire que si aujourd'hui il est deuxième et dans 2 jours il tente une attaque à 80 bornes de l'arrivée et il explose comme ce qui s'est passé pour Pogačar et il se retrouve à être 15e du général, Movistar ils vont faire la gueule. Si en plus avec ses points perdus Movistar se retrouve en 2e division, ils refont encore plus la gueule. Donc que Enric Mas s'attaque pas, je peux le comprendre. Par contre,
du côté d'Ineos, ça a été quand même très timide aujourd'hui, hein. Je trouve qu'on n'a pas tenté grand-chose. Je trouve que du côté de la Jumbo, on n'a pas tenté grand-chose. Donc c'est frustrant. Après, faut aussi dire qu'il n'y a plus que ces coureurs-là qui peuvent tenter parce que bon, Kelderman reprend la 6e place, mais heureusement qu'il y a eu l'échappée. Miguel André Lopez, bah, il est quand même un petit peu un tour en dessous, il a quand même tenté. Almeida, ça marche pas. Guggenhardt, O'Connor, Arensman, Inlay, c'est en dessous. Enfin, si on continue comme ça sur ce rythme-là, Roglic il reprendra pas de 40 et Mas il va pas reprendre 3 minutes. Pour que ces mecs-là, ils arrivent à reprendre ce temps-là, va falloir tenter des choses de loin. Alors je sais, le problème c'est que tenter des choses de loin face à Remco Evenepoel, ça va pas être facile. Mais si tu tentes rien, tu n'y arriveras jamais. Donc il va falloir tenter des choses si ils veulent gagner. Demain, présentation 7h30 d'une étape qui va, je pense, pas encore être très attrayante, mais vous verrez tout ça demain à 7h30. Débrief TikTok à 18h, 18h15. Puis d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.